La sécurité des usagers de la SNCF est-elle aujourd'hui en danger? Vous avez vu les scènes de Covid depuis 2 jours, les gens sur les voies. Philippe Martinez dit « Ah bah oui, mais la sécurité, c'est pas nous, c'est pas notre problème ». Et il renvoie la balle dans le camp de la direction. Chacun, on le voit, campe sur ses positions. Mais on a l'impression, peut-être, que les fêlures commencent à se faire voir de part et d'autre entre les syndicats et puis au sein du gouvernement. Roselyne Bachelot fait le rêve d'une sortie rapide du conflit. Natacha Polony est aussi avec nous. Et il y a aussi nos Républicains du jour que vous allez découvrir dans quelques instants. N'hésitez pas à réagir, vous le savez, sur Twitter, #RépubliqueLCI et sur la page Facebook de l'émission. La République, ça continue. Vive la République et vive la France. Vive la République et vive la France. Vive la République, vive la France. Et vive la République LCI, toujours avec Roselyne Bachelot, bien sûr, et avec nos Républicains que vous découvrirez dans quelques instants. D'abord, quelques images à nouveau de la galère que connaissent les passagers depuis ce matin. Ça ressemble à ce qui s'est passé hier. Les quais ne sont pas bondés. Il y a moins de monde qu'au petit matin, même si sur les escalators, évidemment. Ça se bouscule. Nos envoyés spéciaux sont présents partout depuis 6 heures pour vous faire vivre la situation à Paris, à Juvisy, à Lille, et puis sur les routes avec la moto. Nos Républicains du jour, qui sont-ils? On les découvre. Il y a maître Nathalie Tomasini, avocate au barreau de Paris, qui est avec nous. Bonjour à vous, maître. Merci d'être là. C'est votre première dans la République. On est ravis de vous accueillir. Jean-Pierre Mercier, délégué syndical central CGT du groupe PSA Peugeot Citroën. Il n'est pas à la SNCF, mais il est solidaire. Mais il est tout en noir. Il est tout en noir. Je ne sais pas si c'est un signe. C'est le deuil d'Emmanuel Macron, nous a-t-il dit tout à l'heure. Jean-Pierre Mercier, remonté comme une pendule. Tout comme Charles Becbédé, président fondateur de Gravitation, conseiller municipal de Paris. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être là. Vous allez nous donner votre humeur dans quelques instants, juste après celle de Roselyne. Comment est-elle cette humeur, Roselyne? Eh bien, mon humeur, elle est rêveuse. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. Et oui, elle est rêveuse d'un rêve magnifique. Aujourd'hui, c'est le 50e anniversaire de l'assassinat de Martin Luther King. Et tout le monde se souvient de ce discours qu'il prononça à Washington le 28 août 1963 lors de la marche pour l'emploi et pour la liberté, afin que les Noirs américains ne subissent plus de discrimination. La chanteuse Mahalia Jackson lui lança « Parle de ton rêve, Martin ». Et le discours fut rythmé par l'anaphore célèbre « I had a dream », j'ai fait un rêve. Moi aussi, j'ai fait un rêve, le rêve que dans notre pays, en ce jour de grève, on sorte des postures stériles, on se retrousse les manches pour des combats qui en valent la peine, on arrête de se beurrer les lunettes avec des slogans et des procès d'intention. Le monde est menaçant pour nos modes de vie, avec le terrorisme, la montée des intégrismes, la volonté des pays émergents de partager le gâteau des richesses que nous avions capté pour nous seuls, la poussée migratoire. Pourtant, nous nous battons. Jamais les investissements étrangers n'avaient été aussi nombreux depuis 10 ans dans notre pays. Jamais nous n'avions reçu autant de touristes qu'en 2017. Notre pays est retombé dans ses vieux démons et à la face du monde qui nous regarde, effarés, nous sommes redevenus le pays de la grève où des syndicats en perdition se battent contre un président mal élu pour sauvegarder un statut imaginé il y a un siècle au temps des locomotives à charbon. Oui, j'ai fait un rêve. Le doux rêve de Roselyne Bachelot, c'est plutôt le cauchemar pour les usagers de la SNCF depuis 2 jours. C'est la Bougriou et Gare de Lyon. Racontez-nous un peu ce qu'ont vécu les passagers à nouveau ce matin. Est-ce que c'était comparable à ce que vous aviez vu hier? C'est là. Non, c'était moins compliqué qu'hier, mais on a vu les mêmes scènes de gens exaspérés, agacés, et puis aussi ceux qui prennent leur mal en patience, qui décident de s'organiser, de ne pas prendre un RER, de prendre des itinéraires de substitution. Et puis un peu de contexte, Julien. Regardez, sur ces images, tout va bien. On a l'impression que c'est assez serein, sauf que ce qu'on ne voit pas, eh bien, on n'est pas autorisé à le filmer. Ça se passe en dessous, au sous-sol. Le RERD qui s'est complètement arrêté de fonctionner entre 9h30 et 16h45.
17h45, il n'y a plus de RERD du tout. Et puis tout à l'heure, c'était des scènes de pagaille avec des centaines de personnes massées au-dessus des escaliers, bloquées par les gilets rouges assaillis de questions qui empêchaient aux usagers d'accéder aux rames. Pourquoi ? Parce qu'elles étaient déjà bondées et puis qu'ils voulaient éviter justement ce dont vous parliez tout à l'heure, les mouvements de foule auxquels nous avons assisté hier. Effectivement, image particulièrement impressionnante. Merci beaucoup. C'est la Beaugriou en duplex de la gare de Lyon. La mobilisation hier, d'après la direction, c'était un peu plus de 33%. La direction communique en disant c'est un point de moins que lors du 22 mars. Donc la mobilisation des cheminots, pas tant que ça. Évidemment, chiffres contestés par les syndicats où on parle plutôt de chiffres qui sont au-delà de 60%. La réaction de Bruno Le Maire sur notre antenne, c'était il y a quelques instants. Et lui refuse de parler de brutalisation. Écoutez. Transformer, ça n'est pas brutaliser. La méthode de gouvernement d'Édouard Philippe et du président de la République est la bonne. Nous ne faisons pas ça, je le redis, pour nous faire plaisir. Il n'y a ni recul, ni passage en force. Il y a une détermination totale à faire de la SNCF, ce que je crois profondément, parce que moi je vais vous dire, j'aime la SNCF, j'aime le monde du rail, j'aime les trains. Est-ce que cette déclaration d'amour, elle vous touche, Jean-Pierre Mercier ? Absolument pas. Ça, c'est du verbe. Voilà, vous n'êtes pas un romantique, c'est ça votre problème. Oui, je le revendique, voilà, je l'assume. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Non, ça, c'est une posture tout à fait classique en début de conflit. Chacun est monté sur le ring. De toute façon, le gouvernement affiche une détermination complète, mais ça, c'est le jeu. Maintenant, il va falloir qu'en face, du côté des cheminots, il y ait une très forte détermination, une détermination plus importante pour faire reculer le gouvernement. C'est une attaque sans précédent. C'était annoncé et réannoncé. Emmanuel Macron a voulu cette guerre. Il l'a. Maintenant, il va falloir. Oui, qu'il l'a voulu, il l'a cherché. Bien sûr, c'est un bras de fer politique qu'il a mis en place. Il espérait mettre à genoux les cheminots pour derrière dérouler, alors là, franchement, le bulldozer sur les retraites, parce qu'après, derrière, il y a un certain nombre d'attaques qui vont concerner absolument l'ensemble des salariés aujourd'hui en France. Donc pour vous, c'est un rempart, quoi. C'est la théorie de la grève par procuration. C'est pas simplement un rempart. Je vous coupe. C'est pas simplement un rempart. C'est qui montre la voie. Les cheminots aujourd'hui sont en train de montrer la voie, la seule voie sans issue pour les salariés, pour défendre ses droits. C'est surtout eux qui défendent leur beefsteak. À la limite, pourquoi pas. Bien sûr, Nathalie Tomassini. Alors écoutez, moi je suis assez opposée à ce discours parce que je pense que cette réforme, elle était nécessaire. Elle était annoncée. On a un président aujourd'hui qui a une vision, qui a un cap et qui a même une stratégie. Bon, il glisse, on va dire, sur la vague de son élection, de cette dynamique-là, et il tape fort et partout. Il y a une Donc pour vous, la méthode est la bonne. Il n'y a pas néanmoins eu des erreurs de communication. Alors, je suis tout à fait d'accord. Il y a la seule faiblesse, c'est effectivement une question de pédagogie. Aujourd'hui, est-ce qu'on a expliqué aux usagers pourquoi cette réforme était la bonne et qu'est-ce qui allait changer pour eux ? Est-ce que les trains vont finalement arriver à l'heure ? Est-ce que les billets vont être moins chers ? Est-ce que cette ouverture à la concurrence... Est-ce qu'on va garder les petites lignes dans les territoires Voilà. ruraux ? Est-ce que cette ouverture à la concurrence va avoir un impact ? Parce que les usagers cautionneront cette réforme, si tant est qu'ils sachent exactement où on va. De la même manière, est-ce qu'on sait pourquoi exactement les cheminots font la grève ? Ça, c'est vrai. Moi, je suis un peu candide dans l'histoire et sincèrement, je me pose la question. Parce que d'après ce que j'ai pu lire, a priori, peut-être que je me trompe, mais le statut des cheminots ne va pas être impacté. En tout cas, il n'y aura pas de rétroactivité. Les nouveaux entrants. Absolument, ce sont les futurs. Charles Belvédé, vous qui êtes un homme de communication, bon, il y a le savoir-faire et le faire savoir. On a le sentiment que, bon, on reposera la question de la justification de la réforme, mais est-ce que le gouvernement, c'est pas un peu pris les pieds dans le tapis en attaquant les cheminots, par exemple, ou en laissant en suspens un certain nombre de questions qui se posent, la reprise de la dette, la convention collective des salariés du transport ferré. C'est curieux parce que, en fait, cette réforme, c'est un peu une réformette, hein, franchement. Et d'ailleurs, je pense que donc, si on l'avait mieux expliqué... Tout ça, quoi. Tout ça pour ça, il n'y a pas de quoi simoler par le feu. Excusez-moi, hein, mais je respecte le combat des personnes qui se mobilisent, bien sûr, mais je crois que beaucoup d'entre elles, d'ailleurs, sont très mal informées. Et j'entendais hier soir une gréviste qui disait apparemment, ils n'arrivent pas à s'entendre. Les gens en haut, le gouvernement et les dirigeants.
c'était pas quelqu'un d'extrêmement motivé, parce qu'elle avait déjà un doute sur est-ce que ça vaut la peine de faire la grève, est-ce que ça vaut la peine de combattre réellement, alors qu'en réalité, de quoi s'agit-il ? Donc, on va effacer 50 milliards de dettes, donc l'entreprise SNCF, elle va aller beaucoup, beaucoup mieux. Le gouvernement n'a pris aucun engagement. L'État moins. Oui, mais bon, on va y venir. C'est de ça qu'il s'agit, parce que sinon, ça serait... Et donc, il faut, en contrepartie, accepter l'ouverture à la concurrence, qui est quand même dans le traité de Rome, 1957, je rappelle, donc, et qu'on avait retardé, ça fait 61 ans qu'on le retarde. Parce que sinon, ça serait une aide d'État, donc on ne peut pas. Ouais. Donc, et il y a également l'extinction du statut des cheminots, mais pour les nouveaux entrants, comme on a fait à France Télécom en 1992. Non mais on rêve. Et donc c'est pas grand-chose, quoi. Ce que vous demandez. Et puis aussi, et alors une autre contrepartie, notre concession, c'est oui, alors la SNCF, ça sera une société anonyme, mais à capitaux publics non cessibles. Donc il n'y a absolument pas d'ouverture de capital, pas de privatisation. De réactions sur Twitter, peut-être, de personnes qui réagissent par rapport à ce mouvement social et qui ne sont pas très pro-syndicat. J'ai pris une RTT à cause de la grève. Que va m'apporter de positif cette grève des cheminots, étudiants et pilotes d'Air France? Question que pose Trévisan. Et puis autre réaction, Justine qui nous dit tout cela a des répercussions bien au-delà des trains. Les bus sont complets. Résultat, on commence la matinée par une bonne marche à pied. C'est aussi compliqué sur les routes. En tout cas, ça a été le cas tout au long de cette matinée. Camilla Campuzeno l'a vécu de l'intérieur. Racontez-nous ce que vous avez vécu, ce que vous avez vu sur la moto depuis tôt ce matin, Camilla. Oui, effectivement, on est en moto depuis ce matin et on a bien vu les embouteillages. Alors, vous pouvez le constater, pour l'instant, c'est retour à la normale. Mais on a vu le pic peu après 8 heures. Il y a eu en Ile-de-France plus de 400 km de bouchons cumulés, ce qui représente tout de même beaucoup plus que ce qu'on a habituellement. Alors, c'est un petit peu moins quand même que les bouchons qu'on a constatés hier, mais c'est tout de même très impressionnant. On a vu sur la A6 des files de voitures à l'arrêt. Alors, petite particularité, c'est que les bouchons ont commencé très tôt ce matin et de façon très importante, un peu comme si les Franciliens avaient voulu anticiper leur trajet, commencer un peu plus tôt, prendre un peu plus tôt la route pour enfin anticiper cette grève. Camilla Campuzeno, on voit, Natacha, que les gens s'adaptent autant que possible. Est-ce que ce n'est pas une menace pour les syndicats, ça ? Alors, toute la question est de savoir en effet quel est l'impact sur les usagers, puisque ce sont les usagers qui, en fait, font pression sur le gouvernement pour que cesse un mouvement. C'est comme ça que ça marche, une grève. Donc, et la deuxième question, c'est de savoir s'il va y avoir cette fameuse convergence des luttes, puisqu'on voyait dans le tweet de notre téléspectateur la question des pilotes d'Air France, qui est une question très différente de celle des cheminots. Les universités, c'est encore un problème différent. Donc, est-ce que les mécontentements peuvent s'agréger ? Mais derrière, il y a aussi la question démocratique. Parce que quand vous disiez tout à l'heure que Emmanuel Macron a été élu pour réformer. En fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit à quel point la société française est divisée. Souvenez-vous des votes du premier tour de l'élection présidentielle. 24% pour Emmanuel Macron, 20% pour François Fillon, qui sont les deux qui défendent l'adaptation au néolibéralisme, l'idée qu'il faut privatiser, qu'il faut... Voilà. Bon, ils font à eux deux pas tout à fait 50%, un peu moins, mais quasiment 50%. Et c'est ce qu'on retrouve à peu près dans les chiffres sur l'opinion des Français vis-à-vis de ce mouvement aujourd'hui. Est-ce que le gouvernement a raison de faire cette réforme ? Est-ce qu'ils soutiennent le mouvement ? On a une opinion qui est fracturée. Or, ce débat-là, il faudrait le purger. C'est-à-dire que je pense qu'il faudrait sérieusement que la nation dans son ensemble discute de savoir si nous acceptons ce système. Il était en germe dans le traité de Rome, d'accord ? Il a surtout été mis en place à partir de 1986. Bon, tout ça, depuis, n'a jamais été réellement expliqué. Or, on ne peut pas parler de ça si on ne sait pas ce que ça implique. Les Français sont attachés à leur service public. Vous disiez il n'y aura pas de privatisation. C'est pas vrai. Si on passe à une société à capitaux non cessibles, c'est qu'un jour ils seront cessibles. Donc tout ça est une logique. Non, mais il y a une logique qui est à l'œuvre. Pardon, mais elle a eu lieu dans tous les domaines. Natacha Polony, EDF. Ok, il y a eu une ouverture de capital, mais
EDF ne va pas bien, c'est vrai. Ça va pas bien du tout. Mais ça reste quand même une magnifique entreprise. Et Orange, mais c'était une magnifique entreprise. Et c'est encore une très très belle entreprise. C'est vrai qu'en bourse, ça va pas très bien. Oui, mais on peut se poser la question justement d'un certain nombre d'échecs de gestion qui ont été menés dans le cadre d'entreprises publiques par l'État. Est-ce que par exemple... C'est pas parce qu'il y a des branquignoles que le principe... Ah bah oui, mais enfin, justement, est-ce que le choix du nucléaire a été un bon choix, par exemple? On peut poser la question. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Non, mais enfin, justement, on est là. On cite des tas d'exemples de mauvaise gestion établie par la puissance publique et on se dit, il faut continuer. Alcatel n'était pas public et la gestion a été calamiteuse. Oui, mais c'est pour ça. Ça ne relève pas du statut public ou privé d'une entreprise que ça marche. C'est pour ça que ça peut être public et très bien. Il faut arrêter de nous beurrer les lunettes en disant que le service public est une garantie. Oui, mais il faut arrêter de nous beurrer les lunettes en faisant croire que dans le privé, on gère très bien. Tous les fleurons industriels français ont été plantés aussi par des... ça dépend des hommes et des organisations et pas du statut de l'entreprise. Et arrêtons de croire aussi qu'il n'y a que les entreprises publiques qui peuvent fournir des services publics. Et les entreprises privées fournissent de très nombreux services publics dans le cadre d'un cahier des charges et ça fonctionne très bien. Jean-Pierre, il est en train de bouillir. On va lui passer la parole. Vous allez parler, mais juste d'abord une réaction sur Twitter. Je vous la donne. Je suis venu. C'est parce qu'il y a des spectateurs qui interagissent, qui nous regardent, qui nous écoutent et qui nous donnent leur avis. Donc on vous le fait vivre en direct, évidemment. David Dienfray, qui vient souvent, qui nous dit écoutez, parce que ça vous concerne, la réforme de la SNCF, c'est le cheval de Troie du gouvernement. Elle va passer facilement, dit-il. L'opinion va se retourner contre les grévistes et donner le champ libre au programme présidentiel. Très bien, David. Jean-Pierre Mercier. Eh bien, j'espère que non. Et juste pour revenir sur cette histoire d'opinion qui a quand même basculé, là, on en est à 50-50. Oui, voilà. Sur les sondages officiels, je trouve ce chiffre extraordinaire. Parce qu'on a vécu... Je dis c'est-à-dire du côté des cheminots, du côté de ceux qui sont du côté des cheminots. On a vécu des semaines, mais infernales. Je veux dire, des campagnes. Les cheminots ont été insultés, ils ont été calomniés, ils ont été méprisés, ils ont été montrés du doigt. Il y a eu des campagnes de diffamation, de mensonges. On les a traités de privilégiés, on les a traités de feignants, on les a traités de tous les noms. Et des deux côtés, on dit aussi... Bien sûr que non, attendez, juste, je finis. Après, on a eu... des commentateurs qui nous ont dit, j'étais là sur ce plateau, mais de toute façon, les grandes grèves, c'est fini, 95, c'est fini, les syndicats sont plus représentatifs, etc., etc. Là, vous l'avez, la grève. Vous avez une belle grève qui démarre, qui est puissante, qui est profonde, qui est peut-être plus profonde qu'en 95. Des cadres, de la maîtrise se mettent en grève. Alors, pour la détermination, on va voir, mais en tout cas, je peux vous dire qu'il y a une grande détermination de la part des cheminots de se faire respecter, de défendre leurs intérêts. Et quand ils défendent leurs intérêts en tant que travailleurs, ils montrent la voie à l'ensemble des salariés. J'insiste sur cette idée. Vous savez pourquoi il y a ce basculement d'opinion qu'il y a eu? Parce que l'opinion ouvrière, l'opinion des salariés dans les entreprises, ceux qui travaillent réellement, qui fabriquent les richesses, qui fabriquent les voitures, qui soignent les malades, etc., les infirmières, le personnel de santé des EHPAD, l'ouvrier sur chaîne, ils s'identifient aux cheminots. Oui, on est comme eux. Et en ce moment, on est tous des cheminots parce que d'une manière ou d'une autre, ces dernières années, on a tous été attaqués, y compris les salariés d'Air France. Nathalie Tomassini vous répond. Après, on ira à l'Élysée. Là encore, c'est habile parce que vous globalisez le problème. Mais parce que le problème est global, madame. Mais répondez-moi tout simplement. Qu'est-ce que vous revendiquez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous me dites sur le statut du cheminot? Est-ce qu'il va être impacté ou pas? Non, mais soyez clair parce que... Je vais vous répondre. Merci. Sur le statut des cheminots, je conteste... Ne posez-lui pas la parole, Nathalie. Il va pas la lâcher. Ah, mais elle est sympa. Elle est sympa. Non, mais j'aimerais bien qu'il s'explique parce qu'on est passé très vite là-dessus et c'est quand même fondamental. Parce qu'il y a une espèce de flou artistique et on ne comprend pas vraiment vos revendications. D'abord, je conteste ce mythe que l'attaque de Macron aujourd'hui ne concerne que les futurs entrants. Non, ça concerne aussi ceux qui ont le statut aujourd'hui. Et quand bien même, ça concernerait, monsieur, ça mettra 43 ans quand bien même, ça concernerait que les futurs entrants. Mais c'est tout à leur honneur. C'est comme si, moi, dans mon entreprise, je travaille à PSA, je suis dans le privé. On a un certain nombre de CDI. On pourrait dire le CDI, c'est comme un statut vis-à-vis de l'intérimaire. C'est comme si Carlos Tavares disait aujourd'hui, je ne vais embaucher que des intérimaires qui sont jetables comme des Kleenex. Eh bien, nous, CDI, on aurait tout intérêt à se battre
pour que les jeunes soient embauchés sous le statut de CDI. Puisque vous nous parlez, vous savez quand puisque vous nous parlez d'Emmanuel Macron, on va revenir vers vous. Puisque vous nous parlez d'Emmanuel Macron, et ben ça tombe bien, il est 10h30 et on va aller du côté de l'Elysée parce qu'il y a un Conseil des ministres. On avait oublié, oui. Oui, exactement. Mais Alison Tassin va nous le rappeler parce que Alison, vous le suivez, ce Conseil des ministres. Emmanuel Macron, on l'a pas entendu, si ce n'est ce week-end, pour dire qu'il allait jouer au tennis. Est-ce qu'il va sortir davantage du bois aujourd'hui, d'après vous ? Écoutez, en tout cas, à l'ordre du jour de ce Conseil des ministres, c'est la révision constitutionnelle ou un projet de loi sur l'aménagement du territoire. Le gouvernement veut montrer qu'il continue à avancer et c'est bel et bien cette stratégie de l'exécutif, la bataille de l'opinion, persévérer, la guerre des nerfs presque que joue le gouvernement, persévérer tant que cette opinion, que ces Français ne soutiennent pas ce mouvement grève. Une ministre confiait hier en off que le gouvernement n'avait pas peur de ces grèves et que les Français n'était pas idiot, qu'il savait que ce statut de la SNCF devait être réformé. Le gouvernement est donc sûr de son fait. Et puis, c'est finalement le même état d'esprit qu'Emmanuel Macron. Il y a 2 semaines, à Bruxelles, le président de la République évoquait ces mouvements sociaux. L'impact des mouvements sociaux n'existe pas. Ces mouvements ne sont pas de nature à faire revenir le gouvernement sur les réformes qu'il a commencé à mettre en œuvre. C'est finalement assez clair. Le président l'a dit aussi à un Français qui lui demandait ne reculez pas. Il a répondu ne vous inquiétez pas. Donc Emmanuel Macron, droit dans ses bottes, qui continue à mener cette politique et cette réforme. Finalement, c'est la patience et la question, c'est jusqu'à quand le gouvernement et Emmanuel Macron va pouvoir continuer dans cette voie. On le sait, la patience, et notamment celle des Français, a ses limites. Il ne monte pas au filet, le président. Merci beaucoup, Alison Tassin. Il préfère rester en fond de cours. Charles Becbédé. De train, on est sur le tennis, mais avec un très bon coup droit, un très bon revers type Federer. Oui, on a vu qu'il avait plutôt un coup droit qu'un coup. C'est vrai. Vous avez vu ça. Non, mais il joue gros parce que je ne sais pas si vous avez vu la couverture du New York Times il y a quelques jours. Ah non, je regarde avec, pas trop avec la une couverture photo de la gare de Lyon complètement vide. Donc le monde entier, enfin j'exagère peut-être un petit peu, regarde cette réforme, regarde Macron et l'attend au tournant. Donc il joue gros. Et la CGT et Sud jouent gros aussi, puisqu'il y a des élections en novembre. On n'est pas dupes. Tout ça est une magnifique gesticulation. Il y a les élections dans toutes les entreprises en France, jusqu'au 31 mais la décembre CGT, 2019. il y a une bataille. Actuellement, vous savez très bien que CGT plus Sud, vous êtes tout juste majoritaire au sein des salariés de la SNCF, et donc il y a un enjeu. Donc c'est même pas le problème. C'est bien, c'est bien que vous vous énerviez, parce que ça prouve que j'ai peut-être raison. Donc là, il y a un argument, il y a une gesticulation, tout le monde joue gros, mais après, c'est l'opinion publique qui tranchera. Ce sont les usagers qui, à un moment, quand ils comprendront, y compris d'ailleurs les salariés de la SNCF, qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'enjeu, que c'est une plaisanterie cette réforme, ils vont arrêter de se mobiliser, et puis l'opinion publique tranchera en disant ça suffit maintenant. Si cette réforme c'est une plaisanterie, que Macron recule, que Macron l'annule. Mais non, il manquerait plus que ça. Alors là, après son quinquennat est foutu, là c'est fini. Non mais en plus, pour une fois qu'on a quelqu'un qui ne se fie pas qu'à l'opinion publique et qui a vraiment un cap et des décisions et une stratégie, il faut le laisser faire. De toute façon, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Il faut attendre, il faut laisser faire. Le bilan, il est catastrophique. Est-ce que la SNCF va bien? On me parle de 46 milliards d'euros de dette. Oui, alors, la question de la dette, il faut savoir exactement comment elle est née, cette dette, pourquoi. C'est le TGV, ce sont les investissements. Or, des investissements dans le rail, ça coûte cher. Il y a des dettes dans tous les pays où on a investi dans le rail. La question ensuite, c'est de savoir sur quoi on fait porter la dette. Et si elle avait été... Sur les usagers ou sur les contribuables. Mais oui, mais justement, c'est une question de choix. C'est-à-dire que quand c'est le contribuable qui paye, c'est parce que l'État estime que c'est de la redistribution. Et si on l'avait fait plus tôt, c'est ce que montre l'article que j'ai cité tout à l'heure, celui de Bastamag, si on l'avait fait plus tôt, on aurait économisé de la dette, on aurait économisé du paiement d'intérêt. Les usagers, la bataille de l'opinion publique, elle est au cœur évidemment de ce bras de fer entre le gouvernement et les syndicats, l'opinion publique dont une bonne partie essaie de prendre le train et c'est pas toujours facile. Les gilets rouges, les fameux gilets rouges sont en première ligne pour tenter d'expliquer, sauf que souvent eux-mêmes n'ont pas du tout le début d'une information. Regardez cette petite séquence par exemple qui montre bien ça. Et vous allez jusqu'au bout. Dès que vous sortez, vous tournez à droite et puis deuxième. C'est la gare routière côté Seine. Choisis le roi. Choisis le roi. Vous avez aussi le plus simple pour vous, ce sera ça. Prenez le 285. Ouais.
Vous allez jusqu'à Port-de-l'Essonne. Ou sinon, je cherche encore un autre moyen qui pourra peut-être plus simple pour vous. Parce que je choisis le roi. Prenez le bus numéro 19. Ah, c'est compliqué pour vous là, monsieur, là? C'est très compliqué, oui. Bonjour. Excusez-moi, pour aller sur BFM, si vous voulez. Sur BFM, Bibliothèque François Mitterrand. Oui. Donc là, donc, vous n'avez pas beaucoup de chance. Prenez le 285. Jusqu'à Port-de-l'Essonne. Voilà, Port-de-l'Essonne après le tramway. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Mais, le pauvre, on le plaint franchement, Ouais. parce qu'il bosse, il est au front, et puis c'est pas simple. C'est hein. difficile. Alors, pardon, je voulais poser une question à Jean-Pierre Mercier, mais je crois qu'on a Bruno Le Maire, non? Oui, il va réagir aussi à Bruno Le Maire qui rend hommage aux Français, écoutez. Bon, je trouve qu'ils font preuve, les Français, de beaucoup de sérénité face à ce mouvement qui les touche quasiment tous au quotidien. Une preuve de beaucoup d'ingéniosité avec le covoiturage, beaucoup de résistance, beaucoup, une fois encore, pour l'instant, de sérénité. Et moi, je veux leur rendre hommage parce que tous ceux qui se battent le matin pour aller travailler, pour rejoindre leur bureau, pour faire tourner leur entreprise, pour ouvrir leur commerce, je mesure parfaitement toute la détermination et la sérénité que ça peut demander. Une sérénité un peu énervée quand même. Jean-Pierre Mercier, on a l'impression que finalement les syndicats ont plus à perdre que le gouvernement d'une grève longue. Parce qu'on voit bien que, je ne sais pas, mais Macron, il joue en quelque sorte sa survie, et vous aussi. Et Macron a intérêt à ce que le conflit dure. Tandis que vous, avec les usagers qui sont en première ligne sur ce conflit, vous risquez des difficultés, des débordements. Est-ce qu'il faut quand même pas, je sais pas, mettre un peu d'eau dans votre vin? Non. Non. D'accord, bon, très bien. Non. C'est déjà clair. Mais oui. Non, vous voulez que je vous réponde oui, bah c'est non. Non, non, je la vie, pose comme une ça. question Mais sur le danger vous savez, que court le syndicalisme. les syndicats ne jouent pas. Et le coût de la grève pour les ne jouent pas. Les cheminots défendent leur peau dans cette affaire. On défend sa peau dans cette affaire. Et quand on défend sa peau, on y va jusqu'au bout. On se met pleinement dans la bataille. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand les cheminots regardent ce qui se passe à côté dans les entreprises. Là, vous dramatisez. Mais bien sûr que non. Regardez les hôpitaux. Regardez l'ensemble des services publics. Regardez même les entreprises qui étaient publiques et qui sont passées au privé. Regardez Orange, par exemple. Orange, on nous a vendu la privatisation des télécoms comme, alors là, ça allait être le super pied. On allait pouvoir téléphoner pratiquement gratuitement et tout le monde allait pouvoir téléphoner. Vous avez des zones blanches, des années et des années, des zones blanches qui sont catastrophiques. Le prix des forfaits a explosé. On paye plus aujourd'hui. Vous savez, dans cette histoire, c'est pas que. Alors peut-être que Macron, lui, il joue gros. Oui, il joue. Tout le monde joue gros. Mais c'est lui qui a démarré le bras de fer. Il fallait pas qu'il démarre le bras de fer. Peut-être qu'il a sous-estimé la force, la combativité et la capacité de se mobiliser des cheminots, et derrière la popularité dans les entreprises, dans les services publics, chez les salariés de cette lutte qui ne fait que démarrer. Vous savez, elle va durer des semaines, elle va durer des mois. On va avoir un pic de grève, ça va sans doute peut-être redescendre, ça va remonter, ça va redescendre. Vous savez, ça va être peut-être le yo-yo. Au final, il faut que les cheminots gagnent. Imaginez une victoire des cheminots face à Macron. Écoutez, ça serait splendide, ça donnerait de l'oxygène, de la combativité, du courage, de la confiance à l'ensemble des salariés. Il y a peut-être des événements non prévus qui vont venir perturber la donne. Il y a par exemple des problèmes de sécurité qui sont mis en avant depuis hier avec les gens qui vont sur les voies ou bien les gens compressés dans les trains. Là, et quand on a posé la question hier à Philippe Martinez chez David Pujadas, voici ce qu'il a répondu, Philippe Martinez. Mais la sécurité, elle doit être assurée par la direction de la SNCF. Le monde bondé dans un certain nombre de réseaux franciliens, c'est pas nouveau ça. Et c'est bien pour ça que les cheminots sont en lutte. C'est pour un autre service public ferroviaire. C'est ça l'enjeu. Il donne l'impression de s'en laver un peu les mains, là, Charles Becbédé. C'est pas un peu facile? Oui, bon, en même temps, c'est vrai que c'est la responsabilité de la direction et puis des pouvoirs publics d'assurer la sécurité. Mais moi, je ne comprends pas son argument quand il dit que l'entreprise va aller moins bien si on fait la réforme. C'est tout le contraire, c'est ce que j'essaie d'expliquer tout à l'heure. Bon, visiblement, le message n'est pas passé, mais je ne vous convaincrai pas, Jean-Pierre Mercier, ça c'est clair. Mais vous savez, tout à l'heure, par rapport au statut aussi, vous disiez le statut. Vous savez qu'en CDI, les jeunes, ils vont mieux gagner qu'au statut. Parce que vous avez cette grille complètement absurde. Moi, quand j'ai créé un concurrent d'EDF, ils ont renoncé aux IEG,
au statut des industries électriques et gazières. C'est le comité d'entreprise qui a renoncé parce que les jeunes, ils voulaient être mieux payés. Quand c'est des droits privés, ils étaient mieux payés qu'avec la grille. Il y a un moment, Non, mais c'est peut-être pour ça, Charles Becbédé, que le gouvernement a eu tort de ne pas mettre sur la table d'abord la discussion sur la convention collective de l'ensemble des salariés des transports ferrés, plutôt que de commencer par l'abolition du statut à terme plus tard. Parce que c'est vrai que ça peut être intéressant pour les salariés d'avoir une convention collective, parce que le statut, ça protège, mais aussi ça ossifie un certain nombre de dispositions salariales et de conditions de travail. C'est vrai que ça m'a trouvé ça curieux. J'ai trouvé ça curieux. Ils ont fait la méthode France Télécom. Cette raison essentielle que vous dites, c'est pour cette raison essentielle que la loi Macron pour faire exploser le code du travail met par terre toute cette philosophie de convention collective. Première chose, c'est sans doute une question de communication, c'est-à-dire qu'au départ, il s'agissait pour le gouvernement de montrer qu'il allait s'attaquer aux grands tabous français. Et parmi ces grands tabous, il y a le statut des cheminots. Donc il y avait aussi un affichage. Emmanuel Macron joue son image de réformateur. Après, en effet, il y a un lien indéniable entre cette question de la réforme ferroviaire et la question de la loi travail. Ne serait-ce que parce que, je le cite, pardon depuis quelques jours, mais dans on connaît vos obsessions. Au sommet de Barcelone, c'est pas une obsession, c'est une précision. Au sommet de Barcelone, 2002, quand Jacques Chirac et Lionel Jospin signent la libéralisation des services publics, du marché de l'énergie, de tous les services publics. Il y a aussi dans ce texte la flexibilisation du marché du travail. Ça va avec. Et il y a aussi la question des retraites. Tout est fait ensemble et c'est reconduit tous les ans dans les grandes orientations de politique économique de l'Union européenne. Donc c'est vrai qu'il y a un lien, ça relève du même paquet. Le Premier ministre a été interpellé évidemment sur cette question hier à l'Assemblée nationale. Qu'a répondu Édouard Philippe? Écoutez, on fera un petit parallèle historique qui est assez intéressant, vous allez voir. Je respecte les grévistes. Ils ont le droit de grève. Et aucun d'entre nous ici n'accepterait que ce droit de grève ne soit mis en cause. Mais reconnaissez avec moi, monsieur le député, que si les grévistes doivent être respectés, les millions de Français qui veulent aller à leur travail, parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils veulent aller travailler, doivent également être respectés. Car ils ont des jours difficiles devant eux, la grève ayant été organisée pour porter un impact maximal aux usagers et aux clients de la SNCF. Et cette intervention du Premier ministre, ça nous a rappelé une autre séquence. On va remonter un peu le temps. On est en février 2006. À ce moment-là, le Premier ministre s'appelle Dominique de Villepin. On est en plein conflit sur le CPE, le contrat première embauche, et il dit ceci. J'écoute ceux qui manifestent, mais j'écoute aussi ceux qui ne manifestent pas. Vous pouvez compter sur ma détermination, celle de tout le gouvernement, celle de toute la majorité, pour défendre les intérêts des Françaises et des Français. Alors évidemment, ce n'est pas à la lettre près, mais l'esprit est le même, Nathalie Tomasini. Le parallèle, il est facile à faire et on se souvient comment ça s'était fini. Le CPE Dominique de Villepin avait reculé. Moi, je pense que Macron ne reculera pas. Ah bon? Non, je pense qu'il n'y a pas la même structure psychologique chez Chirac et chez Macron, c'est ça que vous voulez dire? Il y a quelque chose de bonapartiste chez Macron. C'est quelque chose de radical socialiste chez Chirac. Je sens que c'est ça que vous voulez dire. Non, mais c'est très juste. En même temps, je pense que c'est une bonne chose. Ces réformes, elles vont dans le bon sens. On a un constat qui est négatif. Quelles sont les autres solutions? Moi, je pose la question. Tout simplement, on parle, on dit que c'est catastrophique, que ça ne va pas, ça va être médiocre concernant le statut donc du cheminot, qui va être remis en question. Moi, je voudrais savoir qu'est-ce qu'on propose d'autre. Moi, il y a une chose avec laquelle je suis pas d'accord avec vous, c'est que c'est pas catastrophique. Il y a des choses à faire à la SNCF, mais la SNCF, c'est une belle entreprise. Elle assure un service public, elle pourrait mieux l'assurer, elle va être confrontée à des défis qu'il faut assurer, qu'il faut préparer, parce que dans une entreprise comme celle-là, l'inertie des décisions à prendre est considérable. Mais enfin, il y a des trains, la majorité des trains, pratiquement la totalité des trains arrivent à l'heure, dans des conditions de sécurité qui sont bonnes. On ne peut pas dire que la situation est catastrophique. La situation n'est pas bonne.
Il y a des problèmes sur les petites lignes, des problèmes sur les investissements en fait en voie ferrée. Je ne parle pas de la grève, je parle de temps normal. Non, mais l'entreprise ne peut plus investir. C'est pourquoi il faut régler ce problème. Pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais tant qu'on n'aura pas traité ce problème de dette, l'entreprise est exsangue, elle ne peut plus emprunter, elle ne peut plus investir. Et donc, ce qui avait été fait d'ailleurs avec la Deutsche Bahn, la réforme de la Deutsche Bahn par les Allemands, c'est que l'État a repris une très grande partie de la dette. Donc c'est ça le deal. Et donc l'entreprise ira beaucoup mieux et pourra plus investir, plus innover, et elle sera stimulée en plus par un petit peu de concurrence. On va aller à l'Assemblée nationale retrouver Pierre-Yves Bournazel qui est avec nous en duplex. Pierre-Yves Bournazel, bonjour. Merci d'être en direct dans la République LCI. Est-ce que vous avez l'impression, on croyait, on pensait qu'il y avait un service minimum garanti un peu plus dense que ça du côté de la SNCF, mais on ne le constate pas trop depuis 2 jours. Est-ce qu'il faut renforcer ça d'après vous ? Écoutez, incontestablement, moi je suis respectueux du droit de grève, mais je suis aussi respectueux de millions d'usagers qui souhaitent simplement aller venir, circuler pour aller travailler. Et aujourd'hui, ils sont profondément entravés. Et donc moi je pense d'abord à eux et je souhaite aujourd'hui qu'il y ait un service minimum renforcé parce qu'il faut permettre à ces millions de Français de pouvoir simplement travailler encore une fois. Et donc je crois qu'on peut respecter le droit de grève et respecter aussi ces millions de Français qui ont la liberté aussi d'aller venir. C'est quand même un principe fondamental dans la République et je souhaite qu'on aille beaucoup plus loin en la matière parce qu'aujourd'hui, on le voit malheureusement par exemple en Ile-de-France, il y a trop d'usagers qui sont privés de train, c'est la galère et ça ne peut pas durer pendant plusieurs mois. Est-ce que vous avez l'impression justement que cette grève, elle va aller au bout des 36 jours ? Ah mais ça, il y a eu des annonces qui ont été faites. Moi, je respecte ce droit de grève, mais je dis simplement qu'à côté de cela, il faut bien aussi que des millions d'usagers puissent aller travailler. Et il n'est pas acceptable qu'ils connaissent une telle galère. Et donc, il faut qu'il y ait un service minimum qui soit garanti. Ça veut dire que je crois qu'il faut avoir le courage de discuter là maintenant pour qu'il y ait des trains qui circulent sur toutes les lignes. Je pense notamment à nos RER et nos trains qui permettent de relier les banlieues les unes. Il faudra un moment se poser la question. Discutons déjà, mais mettons sur la table ce sujet-là. Respect du droit de grève, mais respect aussi des usagers de pouvoir circuler. Or, aujourd'hui, beaucoup trop sont entravés. Et il y a un certain nombre de lignes qui sont vraiment complètement abandonnées. Et aujourd'hui, des millions de gens sont dans la galère. Et ça, ce n'est pas acceptable. Ils ont la liberté de pouvoir circuler. Ils ont la liberté d'aller et venir dans leur propre pays. Ils ont la liberté d'aller et venir pour aller simplement travailler. Merci beaucoup Pierre-Yves Bournazel pour avoir été avec nous dans la République LCI. Natacha Polony, cette question de la réquisition, vous l'avez dit tout à l'heure dans la revue de presse, vous pensez qu'elle peut venir sur la table ? Non. Je n'y crois pas une seconde. C'est-à-dire qu'elle est évoquée par 2-3 personnes parce que, de fait, il y a des endroits où il n'y a pas du tout de train. Je le disais, la question est celle de l'inégalité entre les territoires. En général, ce sont les gens de la Grande Couronne, c'est-à-dire ceux qui se sont éloignés du centre de la métropole parce que c'était trop cher pour eux et qui, du coup, se retrouvent totalement dépendants des transports. C'est la double peine. Mais je ne crois pas une seconde que quelqu'un va essayer de jeter de l'huile sur le feu en parlant de réquisition. Aujourd'hui, au gouvernement, ils ne sont quand même pas complètement fous. L'enjeu, justement, d'éviter d'envenimer la situation. Non, la chance d'Emmanuel Macron, ou plutôt, c'est à la fois une chance et une tactique. Vous le prouviez tout à l'heure, en fait, quand vous disiez, mais je ne vois pas ce qu'on peut faire d'autre. La situation est catastrophique et donc il n'y a rien d'autre à faire que cette réforme. C'est là où Emmanuel Macron a réussi à s'imposer, c'est-à-dire en faisant croire qu'il n'y avait pas d'alternative. C'est la phrase de Margaret Thatcher en 1984, Tina, there is no alternative. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'elle a cassé les grèves de mineurs en Angleterre. C'est l'idée qu'il n'y aurait rien d'autre possible que la libéralisation totale, le libre-échange. C'est-à-dire qu'on n'a tout simplement pas essayé les autres options. Oui, donc c'est une question idéologique. Bien sûr qu'il y a d'autres options. Le moins mauvais, voilà. Et il y a une ouverture à la négociation également. C'est comme la démocratie. C'est fabuleux. C'est-à-dire si on n'est pas pour le néolibéralisme complet, la libéralisation, on est contre l'économie de marché. Ce mot libéralisme, ce beau mot de liberté. En même temps, la liberté, la démocratie, c'est le moins mauvais système aussi. Donc arrêtons. Je suis pour la démocratie et l'économie de marché, rassurez-vous. Simplement, je ne suis pas pour la libéralisation des services publics et pour le libre-échange généralisé, parce qu'il y a d'autres options. Natacha Polony, il faut peut-être voir ça aussi sur le plan européen.
Oui, c'est parce que c'est exactement le problème. Oui, c'est le problème, mais la compétitivité, elle est nécessaire pour que les services continuent de fonctionner et s'améliorer. On est obligé, bien évidemment, d'avoir ce type de réflexion. Alors, moi, je veux bien. Vous voulez être compétitif avec qui? Avec les Roumains qui n'ont aucun droit social et qui sont payés une misère, ou avec carrément les Chinois ou les Vietnamiens? Non, parce que c'est ça. C'est un faux discours. On descend jusqu'où? Alors Jean-Pierre Michel va... Merci. Merci Jean-Pierre Michel, c'est d'accord. Pardon. Pardon Jean-Pierre Mercier. Non, pour revenir à votre question, oui, il y a d'autres choix. Il y a d'autres choix possibles. Aujourd'hui, le choix qui nous est proposé, c'est que ceux qui travaillent doivent payer pour les riches. Écoutez, on est dans une société où on nous rabâche depuis quelques semaines, on est en pleine reprise économique. Tout reprend, l'activité économique reprend, le PIB va augmenter, etc. On est en pleine croissance, c'est bon. La crise de 2008 est quand même derrière nous, mais ça va bien pour qui? Ça va bien pour les actionnaires du CAC 40. Juste un chiffre, 95 milliards de profits réalisés en 2017 pour les principales entreprises de ce pays. Ça a été redistribué comment? Rien, nada. La France est le premier pays en versement de dividendes. Par contre, oui, champion du monde, champion d'Europe, peut-être pas champion du monde, mais champion d'Europe pour reverser les dividendes à ceux qui sont les plus riches. On a de nouveaux milliardaires, très bien. Mélangeons pas tout. Voilà. Mais si, là-dessus, bien sûr que aujourd'hui, si on revient sur le conflit des cheminots, pourquoi le conflit des cheminots est si populaire? Plus on descend dans les strates de la société, plus on descend chez ceux qui ont de moins en moins, qui travaillent de plus en plus, avec des salaires de plus en plus faibles. Parce que ça fait des années que nous, on paye tout. On paye tout pour les autres, on paye tout pour les riches. Et que le chômage augmente, que nos salaires n'augmentent pas, et qu'on se retrouve dans de plus en plus de précarité. Et ça, il faut que ça change, bien sûr. Et c'est peut-être en train de changer en ce moment. C'est en relançant la croissance qu'on créera des emplois et qu'on permettra aux personnes les plus défavorisées. Discours patronal qui ne marche pas depuis des années. Les inégalités, elles existent en revenus, en patrimoine. En revanche, ce qu'il faut, c'est la mobilité sociale. Allez, la une du Monde, datée de demain, sur ce conflit à la SNCF. Macron face à une forte mobilisation, et voici les manifestants d'hier en photo, les manifestations et les grèves qui se poursuivent, tout comme la République LCI. On revient juste après le journal, à tout de suite.